Alors, bienvenue, chers auditeurs, bienvenue au balado technopédagogique à Pop Placotte. Donc, par nos 4 épisodes à la thématique particulière, on souhaite vraiment analyser les impacts de l'utilisation du numérique dans les pratiques professionnelles, ainsi que réfléchir sur les rôles des intervenants et des intervenantes dans cette transition numérique. Pour passer les prochaines minutes avec nous, ici Lisa Marie et Karel, technopédagogues à la POP, qui animeront votre balado technopédagogique. À l'épisode d'aujourd'hui, pour traiter du sujet du jour qu'est les jeux vidéo et l'enseignement, nous accueillons 2 invités. Jean-François Sénécal, chargé de cours à l'Université Laval, et Jean-Nicolas Proulx, technopédagogue à la POP et chargé de cours à l'Université Laval dans le secteur de la technologie éducative pour le cours Jeux et apprentissage. Bonjour Jean-François. Bonjour, enchanté d'être parmi vous. J'ai bien hâte de discuter avec vous de ces beaux enjeux. Bonjour Jean-Nicolas. Bonjour, merci beaucoup pour l'accueil, Lisa-Marie et Karel. Bienvenue et merci pour votre participation au balado aujourd'hui. Saviez-vous qu'on constate que 61% des Canadiens se considèrent comme des adeptes de jeux vidéo et que les joueurs passent une moyenne de 10 heures de jeu par semaine? Non, moi je ne savais pas, c'est beaucoup quand même. C'est des informations qui sont tirées d'une étude sur le secteur canadien des jeux vidéo qui est réalisée par l'Association canadienne du logiciel et du divertissement. C'est une étude qui a été réalisée en 2018, mais c'est un document qui reste tout de même intéressant et qui vaut la peine d'être lu si jamais vous vous intéressez au domaine du jeu vidéo. Les statistiques sont vraiment divisées selon la clientèle et selon les types de consoles. Il y a même le site Internet qui fournit d'autres données intéressantes. Comment peut-on décrire les jeux vidéo? Raphaël Koster, dans son article « Le jeu vidéo comme la manière d'être au monde », propose une définition assez complète puisqu'il regroupe les définitions de différents auteurs. Donc, jouer à un jeu vidéo, c'est une action libre, sentie comme fictive et située en dehors de la vie courante, capable néanmoins d'absorber totalement le joueur. On dit aussi que les jeux vidéo sont pensés comme des expériences instrumentées, fondées vraiment sur les ajustements entre le joueur et le dispositif du jeu. Le jeu est une pratique et un média propice au développement d'éléments culturels et doit avoir une fonction de l'existence sociale de l'individu. On peut dire aussi que le jeu vidéo va favoriser un rapport affectif et social. Il y a Gérard Dubé qui ajoute que les jeux vidéo sont des régimes d'images qui sont portés sur l'affect, qui vont dessiner une nouvelle façon d'être au monde, plus urgente, plus instable, mais aussi vraiment plus sensible à l'intense fragilité de notre existence. Donc les jeux vidéo amènent vraiment un monde à part, ils ont leurs règles et leurs impacts. Mais comment les jeux vidéo se sont-ils popularisés? Si on fait un bref historique des jeux vidéo, donc les jeux vidéo ont commencé dans les années 70, donc c'est des jeux de logique, mais c'est vraiment lorsque la console est arrivée que ça va vraiment plus exploser avec les jeux par exemple comme Pac-Man ou Donkey Kong. Donc c'est vraiment des titres qui ont révolutionné le jeu vidéo. Tranquillement, il y a eu d'autres choses qui ont modifié un peu notre vision, donc l'ordinateur qui est apparu aussi. Il y a eu Nintendo qui est arrivé aussi en 1984 avec Super Mario Bros. Il y a vraiment des progrès technologiques qui se font tranquillement de console, de l'ordinateur. Il y a le 3D qui va arriver aussi il y a des jeux de combat, des jeux de course, des jeux d'aventure. Et le succès vraiment reposé sur le mode de représentation. Ensuite, on continue avec d'autres innovations technologiques, avec la PlayStation. Tranquillement aussi, il va y avoir le Game Boy, le Xbox, la Switch, etc. Parmi tout ça, on a vu dans l'histoire qu'il y a différents types de jeux qui vont se développer. Donc, des jeux de simulation, des jeux de stratégie, de combat, de course, des jeux d'aventure, des jeux d'action, sport, culture, etc. Ce sont des jeux qui sont davantage ludiques. Est-ce que tu savais qu'il est possible de prendre un jeu vidéo existant sur le marché et de l'exploiter à des fins pédagogiques? Donc oui, c'est ce qui peut être considéré comme l'utilisation du jeu sérieux. Donc pour faire une définition générale, les jeux sérieux, c'est des produits vidéoludiques à visée éducative qui permettent l'apprentissage par le jeu en ayant un ou des objectifs d'apprentissage dans le but d'enseigner des concepts, de faire développer de nouvelles compétences. Donc, les jeux sérieux impliquent la pédagogie, donc des activités qui éduquent
ou qui instruisent, qui vont transmettre des connaissances ou des compétences. Le terme sérieux a été ajouté au terme afin de souligner le caractère plus sérieux que le jeu peut avoir dans le développement des objectifs d'apprentissage. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne dépendent pas d'une formation pour exister. Ils peuvent être utilisés indépendamment. De votre côté, Jean-Nicolas, comment décririez-vous les jeux sérieux? Il y a plusieurs définitions en ce qui concerne les jeux sérieux. De façon générale, celle qui est la plus utilisée, c'est très similaire à celle de la TEUC, c'est-à-dire que le jeu sérieux, c'est une activité qui combine une intention sérieuse. Donc, ça peut être soit de type pédagogique, informatif, communicationnel, avec des éléments qui sont dits ludiques, entre guillemets. Plus précisément, dans le contexte de la pédagogie, souvent, le jeu sérieux, c'est un jeu qui est créé d'abord et avant tout avec une intention pédagogique et non commerciale, contrairement à la majorité des jeux dont l'intention est d'être vendu. La définition est intéressante en soi parce que le jeu, par définition, est souvent une activité qui est dite libre de toute contrainte. Puis, en ajoutant cet élément-là, cette couche de sérieux-là, amène une contrainte. La contrainte d'apprendre quelque chose. Donc, on le fait pour apprendre quelque chose. On ne le fait pas nécessairement par plaisir. Ce qui peut être vu comme une forme de contradiction au sens même, à l'intérieur même du terme. Donc, les jeux sérieux possèdent un volet pédagogique et un autre ludique qui doivent être tous les deux en équilibre puisque l'atteinte des objectifs pédagogiques ne doit pas se faire au détriment de la jouabilité, sans quoi il n'y a pas vraiment de jeu. Et inversement, l'aspect ludique ne doit pas oublier l'objectif sérieux poursuivi afin de le servir efficacement. Le jeu sérieux se retrouve entre deux types de jeux, donc le type ludo-éducatif et le type gameplay, donc ce qui est les jeux vidéo. Dans le ludo-éducatif, le cadre scolaire est vraiment bien défini et ressenti dans le jeu, alors que dans le jeu vidéo, c'est le côté divertissement qui est le plus ressenti. Les jeux sérieux numériques possèdent donc les mêmes objectifs que le ludo-éducatif, mais ils vont sortir un peu du carcan scolaire, donc avec un côté un peu plus divertissement. En bref, la différence entre les jeux sérieux numériques et les jeux numériques, c'est qu'ils ont une intention pédagogique. Alors, ce sont des types de jeux, les jeux sérieux, qu'on devrait mettre davantage au sein d'une classe puisqu'ils ont un apport pédagogique. Mais comment s'y prendre? Ceci est un extrait de l'épisode À Pop Placotte, les jeux vidéo en enseignement, une présentation de la POP. Vous désirez entendre la suite du balado et poursuivre la réflexion avec nos invités sur l'impact du numérique dans les pratiques professionnelles et sur les rôles des intervenants et intervenantes, ainsi qu'avoir accès au contenu intégral et exclusif, devenez membre. Pour vérifier si votre établissement est membre, vous pouvez vous rendre sur le portail APOP ou apop.qc.ca en utilisant l'onglet Fonds collectifs de perfectionnement sous Enseignement supérieur. Bonne écoute!